nous remercions les sponsors de ce webinaire, Biochem, CCPA, Ubar et Tecna. Donc Simon, je te laisse débuter la présentation. Merci Maëva. Est-ce que le son est bon? J'ai un petit écho. Donc le marché des œufs, on va commencer par le marché des œufs et vos produits en France et dans le monde, en voyant le bilan 2021 et quelques perspectives sur 2022. Alors déjà, pour démarrer, un petit rappel des épisodes précédents, notamment sur la filière œufs. 2022 a été marqué quand même par un ensemble de phénomènes qui a énormément affecté les marchés internationaux. Donc tout le monde les a en tête, mais petit rappel. Donc la crise Covid 2019, avec encore des restrictions sur le début d'année 2022, même si ça peut nous paraître loin maintenant. Il y avait encore les questions du pass vaccinal, etc. en début d'année. Et puis aussi un impact post-confinement qui avait eu lieu en 2019 avec une forte consommation à domicile, notamment de coquilles. La crise influenza aviaire qui a touché toutes les filières avicoles, mais qui pour l'instant avait touché plus certaines filières que d'autres. Et là, les œufs se sont retrouvés dans l'œil du cyclone avec les Pays de Loire qui ont été touchés. Et puis enfin, donc la guerre en Ukraine qui impacte bien plus d'ailleurs que les filières avicoles et même les filières animales, mais qui impacte un peu toute l'économie mondiale, avec une hausse des cours des matières premières, une hausse du coût de l'énergie, mais on y reviendra sur tout ça, et puis voire des problèmes de disponibilité sur certaines matières premières et un effet aussi de l'inflation. Donc le sommaire de la présentation sur la partie œufs sera d'abord le contexte inflationniste du marché des matières premières, la production en France et en Europe, la consommation et les échanges pour le marché français, et on verra aussi un peu le côté européen. On vous propose ensuite deux petits sujets de focus sur l'Ukraine et les États-Unis pour vous montrer des éléments particuliers concernant ces deux pays qui sont des grands opérateurs sur le marché des œufs. Et puis enfin, sur le côté viande de lapin, donc la dernière partie, ça sera un petit temps sur le lapin et avec aussi un petit focus sur la production en Chine. Alors, sur le contexte matières premières, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les pays ont tendance à beaucoup stocker de matières premières pour gérer leur approvisionnement nationaux. Et un indicateur qui est intéressant de regarder, c'est l'évolution du ratio de stock sur la consommation mondiale. Et quand ce ratio diminue, c'est-à-dire qu'il y a moins de stock chez les différents pays, dans les ports des différents pays, ça tend les prix sur les marchés. Et là, ce qui s'est produit, donc là, vous avez différents produits, maïs, soja, blé, et le blé sans la Chine, vous pouvez effectivement voir que sur 2021, 2022, 2023, sur certains produits, enfin sur l'ensemble des produits, on a une forte baisse stockée, ce qui explique une des parties des tensions du prix des matières premières. On le verra aussi sur d'autres effets. Si on regarde là sur différentes matières premières que sont le blé, le maïs et le soja, on voit, donc vous avez en orange en bas la moyenne olympique sur 2017-2021, donc vous voyez qu'on était plutôt par exemple pour le blé, 180 jusqu'à 200 € tonne. L'année dernière, on était déjà plutôt sur du 230, 240, on était monté jusqu'à 260, 270 € tonne pour le blé. Et là, sur 2022, on a atteint jusqu'au chiffre record de 400 € tonne pour le blé. Donc là, sur le blé, il y a une certaine descente, on le verra, notamment liée à des marchés qui se réouvrent, notamment les ports ukrainiens qui arrivent de nouveau à réexporter une partie de leur production qui était pour l'instant coincée dans les ports. Donc il y a plutôt des signaux un peu plus positifs, mais on sera de toute façon quand même sur des prix qui restent extrêmement élevés. Sur le maïs, étant donné la sécheresse, notamment en France et dans pas mal d'autres parties du monde, finalement la détente est plutôt modérée. Et sur le soja, ça dépendra beaucoup des rendements en Amérique du Sud. Bon, pour l'instant, il y a plutôt des chiffres assez optimistes sur la récolte de soja, notamment au Brésil. Un autre effet qui est important de tenir compte, notamment sur les échanges mondiaux, c'est le taux de change entre l'euro et le dollar. Et l'euro, vous l'avez peut-être aussi entendu, a rarement été aussi faible par rapport au dollar. Donc là, aujourd'hui, on est quasiment à la parité, puisque un euro égale à peu près $1. Donc ce qui est une première depuis la création de la monnaie unique européenne. Il y avait eu juste au tout démarrage des valeurs similaires, mais il n'y avait pas eu depuis. Le dollar, en fait, reste bien la valeur refuge en temps de crise.
Et pour rappel, hein, quand on a un euro faible par rapport au dollar, ça va faciliter les exportations, tous les types d'exportations. Par contre, ça peut rendre plus complexe les importations. Alors sur l'avenir, il y a des éléments qui pourraient faire plutôt stabiliser ou voire baisser les cours des matières premières, et puis d'autres qui pourraient plutôt entraîner une nouvelle hausse. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a surtout beaucoup d'incertitudes. Donc sur les éléments qui pourraient stabiliser ou faire baisser les cours, il y a l'excellente récolte qui est prévue de canola canadien qui pourrait faire une détente sur ces graines, hein, le canola étant le colza canadien. La poursuite des exportations en mer Noire, et donc notamment d'Ukraine, avec l'espoir de revenir à une situation d'avant-conflit. Et également pour le même conflit, qu'il y a la possibilité que la Russie, qui est le premier exportateur de blé mondial, puisse aussi continuer à exporter, et qu'il n'y ait pas d'effet de stocks nationaux de pays qui aient une tendance à vouloir stocker plus que d'accoutumé dans leur pays respectif. Et à l'inverse, les facteurs qui pourraient plutôt entraîner une nouvelle hausse, il y a la question toujours de la Chine, hein, puisque la Chine, forcément, vu son poids, si elle commence à réimporter, notamment sur le soja ou autre, ça a des impacts tout de suite sur le marché mondial. L'éventualité de l'exclusion de la Russie de l'OMC, du commerce mondial, où là, ça pourrait aussi avoir des impacts extrêmement forts, même si c'est pas ce qui est prévu, vu les dégradations, c'est toujours quelque chose qui n'est pas à exclure. Également, la dégradation de la situation à Taïwan entre États-Unis et Chine, hein, qui peut aussi bouleverser le contexte géopolitique et les marchés derrière. Et puis, les questions, on l'a bien vécu cet été, sur l'insécurité climatique, énergétique, où ça peut aussi remettre les choses un petit peu en perspective. Alors tout ça, ça a des conséquences directement sur l'aliment, hein, tiré de ces différentes matières premières. Et donc ça se reflète notamment dans l'indice Itavi pondeuse, où on a des hausses extrêmement importantes, avec un record sur le mois de juin, avec un indice Itavi qui avait atteint 172. Hein. Pour rappel, c'est la base 100 en janvier 2014, hein, donc on est passé de 100 en 2014 à 172 en juin 2022. Là, depuis, sur les 3 derniers mois, il y a eu une légère détente par rapport à ce qu'on a expliqué précédemment, mais on arrive quand même sur un an à du plus 25%, et si on prend même sur 2 ans, à du plus 80%. Donc on est quand même toujours, même si les derniers mois sont plutôt sur une redescente, on est quand même à des niveaux jamais atteints. Donc c'est extrêmement fort sur les conséquences. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, pays touchés, hein, par cette évolution du prix des matières premières, et l'aliment, en fait, augmente également dans les mêmes proportions chez tous nos voisins, voire des fois plus chez certains voisins qui sont plus dépendants du marché des matières premières, parce qu'étant eux-mêmes moins producteurs de matières premières sur leur pays. La France reste quand même un pays où on a beaucoup de matières premières qui sont produites sur le territoire. Et donc, vous voyez, sur les évolutions du prix de l'aliment en Union européenne, la France n'est pas celle avec les taux les plus élevés, notamment par exemple nos voisins allemands ou espagnols ont des taux beaucoup plus élevés. Par contre, il y en a d'autres qui arrivent à avoir des taux un peu moindres, comme la Pologne. Enfin, en tout cas, sur 2021-2020. Sur 2022-2021, c'est pas la même chose. Et donc, si on regarde aussi l'évolution du prix de l'aliment pondeuse France-Pays-Bas, hein, qui est quelque chose qu'on regarde, France, Pays-Bas et Allemagne, hein, qu'on regarde assez régulièrement, on voit que c'est vraiment une évolution qui est conjointe dans les différents pays européens. Rappel, hein, là, on était en base 100 en 2020, et donc on atteint entre les pays entre 168 et 182 d'indices en mai 2022. La dernière variable, on va dire, sur les matières premières, donc on parlait beaucoup là de tout ce qui était aliments, mais il y a aussi un autre intrant important, c'est l'énergie. Pour l'instant, à part le carburant, sur lequel on connaissait déjà des fluctuations importantes depuis déjà pas mal d'années, autant sur l'électricité et le gaz, c'était des évolutions tarifaires, on va dire, assez lissées dans le temps, même si c'était quand même en hausse. Là, par contre, on est aussi sur une explosion des cours. Et encore, on va dire, on est sûrement qu'aux prémices de cette explosion des cours. Là, sur l'électricité, en un an, ça a pris 8,2%, en 2 ans, 11%, le gaz 18,1%, et 22% sur 2 ans.
et le carburant, mais là, comme je le disais, qui a connu des effets yo-yo beaucoup plus importants, on est à plus 67% et 121% même sur 2 années. Donc là, la courbe écrase un peu du fait du carburant, électricité et gaz, mais c'est vraiment, on nous demande énormément d'ailleurs de données sur ces évolutions, sachant que les éleveurs ou les industriels ne sont pas du tout logés à la même enseigne selon le type de contrat qu'ils ont, quand est-ce qu'ils doivent renouveler leur contrat. Donc ce chiffre peut gommer énormément de disparités entre les situations individuelles des uns et des autres, quoi. Avec certains, s'ils doivent renouveler leur contrat là tout de suite actuellement, peuvent se retrouver avec des hausses bien plus spectaculaires que le chiffre moyen là, de l'IPAMPA. Alors tout ça, ça impacte du coup le coût de production de l'œuf. Donc là, vous avez à gauche un tableau qui reprend l'évolution des coûts de production dans les différents pays européens entre 2021, 2020 et sur le premier semestre 2022 par rapport à 2020. Et on voit que tous les pays sont à des évolutions de coûts de production à 2 chiffres, hein, autour entre 8 et 17% sur 2021 à 2020, mais entre 13 et 25% sur 2022 à 2021. Donc là encore, la France n'est pas forcément le pays le plus touché, hein. Il y a des pays où c'est encore plus élevé, notamment nos voisins allemands, qui sont un acteur important, hein, sur le marché des œufs et des ovoproduits, par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'ils sont plus dépendants que nous des matières premières importées. Et donc, si on retrouve à droite, hein, sur le coût de production, alors là, quand même une nuance importante, hein, c'est que sur ce graphique-là, qui représente les différents pays européens et ukrainiens, hein, UA, c'est Ukraine, là, tout à gauche, c'est que la partie aliments pondeuse qui a été indexée sur les évolutions tarifaires. Donc le coût hors aliments serait même plus élevé si on avait un indice qui permettait de le faire chez tous nos voisins européens. Donc là, en France, on passe à une valeur de 113 € les 100 kilos pour le premier semestre 2022, hein, alors qu'on était à moins de 100 € il y a un an. Les petits pointillés représentent la valeur de 2021, et donc on a une hausse donc, de plus de 15%. Et en fait, si on tient compte de l'évolution, par exemple, sur les bâtiments, etc., les estimations, par exemple, pour la France, sont plutôt de l'ordre de plus 40% sur le coût de production, si on prend en compte les effets énergie, bâtiments, etc. aussi dedans, mais qu'on n'a pas fait pour les autres pays. Donc on voyait des évolutions de coûts de production quand même assez massifs. Alors, on va attaquer maintenant du coup la production en France, en Europe, et avant de redonner les chiffres de production, c'est important de reparler. Alors, on en a beaucoup entendu parler, mais vous redonnez un petit peu quand même les volumes sur l'impact de la crise, enfin la grippe aviaire, pardon. Donc le nombre de volailles abattues en France, vous le savez, a été, alors on parle de 15-16 millions de volailles. Quand vous regardez sur le graphe de droite, ce qui est important là pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les 3 millions de pondeuses. On parle de 3 millions de pondeuses, 800 000 poulettes. Bon, il y a des chiffres un peu fluctuants selon les sources, hein. Là, on est sur les sources EFSA, donc l'Agence européenne sanitaire, hein, l'équivalent de l'ANSES au niveau européen. Et puis tout dépend aussi de quel calendrier on parle, puisque malheureusement, vous savez, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile de mettre un début et une fin sur un épisode qui se prolonge dans le temps. Et donc là, vous avez à gauche le nombre de volailles abattues en France, et donc vous voyez le nombre d'animaux et le nombre de foyers concernés. Donc les pondeuses sont quand même particulièrement concernées du fait de la localisation de ces derniers foyers en Pays de Loire et notamment en Vendée, où il y a quand même des élevages de pondeuses assez massifs. Quand on regarde, hein, sur les deux régions principales productrices sur l'œuf en France, donc c'est Bretagne et Pays de Loire. Donc les Pays de Loire qui ont été touchés, c'est 12% des pondeuses françaises, 32% pour les œufs à couver et 14% pour les poulettes. Et puis on voit aussi l'impact, si la Bretagne est également touchée, hein, tout de suite, c'est vraiment le cœur de la production qui peut être touchée en France. Avec certains segments, notamment comme quand on touche le segment poulette, forcément, c'est les impacts aussi sur un cycle plus long, hein, puisqu'il faut renouveler tout le cheptel avant de pouvoir relancer la production. Ce qui s'est passé aussi d'ailleurs dans d'autres filières. On a entendu parler pas mal des canetons, on en parlait hier, où on peut avoir des difficultés à avoir des disponibilités.
Sur, ces impacts, influenza, bah, du coup, ça a un effet direct sur la production. Donc sur la production française, on estime, on verra tout à l'heure, à entre -6,7, -7 sur la production, d'œufs. Mais là, si on regarde sur le graphe de droite, c'est l'estimation du nombre de poulettes prêtes à pondre qui vont être mises en place dans les principaux États membres. Donc on est à -3 à l'échelle européenne, entre -2 et -3 pour l'échelle européenne en 2022. Et donc la France est le pays qui est le plus touché avec le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais on va dire qu'il reste un voisin et un partenaire commercial important. Et on a un chiffre là qui peut poser question, c'est le -25% là en Allemagne, qui est dû en fait là non pas à des conséquences grippe aviaire, mais à des conséquences ovosexage, avec voilà, tout l'impact de l'ovosexage sur la difficulté d'avoir le bon nombre de poulettes pour faire la production. La Pologne, vous voyez un chiffre intéressant puisqu'elle est à plus 9,2% donc de mise en place de poulettes. Et donc la Pologne, on le verra sur les chiffres tout à l'heure, mais c'est vraiment un acteur qui devient de plus en plus majeur sur la filière œufs au niveau européen. Comme on l'a pu voir pour ceux qui étaient là hier sur la volaille de chair, ça devient aussi un acteur très important. Et donc, pour vous donner un chiffre quand même, sur l'automne 2021, il y a quand même eu 11 millions de pondeuses qui ont été abattues en Europe, donc c'est quand même extrêmement conséquent. Et donc, je rappelle, un peu plus de 3 millions en France. Donc, quand on regarde la mise en place de poulettes au niveau France, qui sont déclarées là à l'interprofession F, le CNPO, donc vous avez en noir et puis ensuite en pointillé sur la partie des prévisions. Donc on retrouve une mise en place qui avoisine ce qui avait pu se produire dans les années précédentes. Donc la production est quand même en train d'essayer de retrouver son régime d'avant crise grippe aviaire. Au total, on aurait quand même -4,4% sur les 7 premiers mois de 2022 par rapport à l'année précédente. Par contre, un levier qui a pu être utilisé dans les élevages, c'est d'allonger les durées de ponte, de garder un peu plus longtemps ces pondeuses pour essayer de compenser la manque de disponibilité de poulettes et pouvoir subvenir aux besoins de production. Et donc, ce qu'on retrouve aussi dans le graphe de droite, c'est-à-dire que les abattages de réforme ont du coup été pas mal en baisse, avec -22% sur les 7 premiers mois de 2022, puisque les poules ont été gardées dans les élevages pour faire cette production, pour essayer de limiter la baisse de production. Donc là, du coup, vous avez la production mensuelle d'œufs sur le graphe de gauche. Donc forcément, par rapport notamment à l'année 2021, alors qui était aussi atypique, un rappel avec le Covid, où il y a eu aussi une surconsommation à un moment donné. Là, on a un rattrapage qui se fait, mais après quand même une très forte baisse. Donc on a quand même un déficit d'environ 7% de la production d'œufs en 2022 du fait de cette conséquence grippe aviaire. À droite, vous avez le tableau par bilan, hein, donc ça vous donne un peu les évolutions de production entre 2019 et 2022. 2022, bien sûr, avec des estimations pour toute la fin de l'année. Et donc, c'est là où on obtient du -7%. Mais si on regarde sur les années précédentes, par exemple en 2019, on était à 882 milliers de tonnes en équivalent œuf coquille. Et donc, en passant à 907, on est en évolution par rapport à 2019, mais en baisse par rapport à 2020 et 2021. Voilà sur ce graphe. Et donc en disponibilité, quand on fait le différentiel, donc on atteint un niveau qui est de -1% par rapport à l'année précédente. Alors, ce qui est intéressant de regarder en France, et c'est ce que je pense que tout le monde a un peu en tête, c'est l'évolution des systèmes alternatifs à la cage sur la production d'œufs. Donc il y a différentes façons de présenter les choses. Celui-ci, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment donc vous avez dans les différentes couleurs, donc biologique, plein air, label rouge, sol, qui sont sur ce graphe ici. Et vous voyez bien mon pointeur, hein, c'est bon? Oui. Et donc sur les pointillés, là, donc c'est le total de cage, où là, la lecture du chiffre se fait sur l'ordonnée de droite. Et donc là, en fait, c'est intéressant de voir vraiment l'évolution extrêmement rapide des systèmes alternatifs à la cage en France, et même sur les derniers mois. Les derniers, on a janvier là, de 2022 et juillet 2021, et on voit les proportions qui sont extrêmement importantes. On verra quand même, il y a des petits
des petits ralentissements qui se font et notamment sur le bio, hein, on le verra tout à l'heure et puis, sur le code 3, donc sur la cage, on va voir tout à l'heure, il y a vraiment un manque de disponibilité, donc c'est-à-dire que, bah, ça a été tellement vite que là, maintenant, on a même un problème de disponibilité en code 3 et donc il y a un impact sur les prix. Donc voilà, donc là, il y a vraiment, on peut voir vraiment en quelques années la transformation du paysage du système de production, en œuf qui est quand même assez inédite dans le paysage, de l'élevage français. Une conversion quand même extrêmement rapide de l'ensemble du système de production. Donc là, effectivement, on va attaquer la partie échange et consommation. Donc là, il y a un impact extrêmement fort, c'est que, bah, avec le manque de disponibilité sur le territoire, bah, les exports comme les imports s'en retrouvent impactés. Donc là, au niveau des importations, bah, on est plutôt, en manque d'œufs, donc on importe. Donc on importe, depuis l'Espagne, qui était déjà un pays, sur lequel on importait, déjà les années précédentes. Donc vous voyez, on a encore un chiffre important sur l'Espagne, hein, sur le graphe du bas. De 2022 par rapport à 2021, on a quand même une baisse puisqu'il y a d'autres acteurs qui viennent importants sur le marché des importations, françaises et notamment la Pologne, hein, donc après les chiffres sont quand même faut relativiser par rapport de où on part et de où on arrive, mais la Pologne est vraiment en train de se démarquer, des autres pays européens pour sa capacité à produire, ce qui manque chez les autres. Et qui peut se retrouver vraiment sur le podium des pays, qui exportent le plus, vers ses voisins européens. Donc sur les 6 mois 2022, bah, on a importé plus de 33 de coquilles, 21 de vos produits, donc au total, coquilles et vos produits, ça fait une moyenne de 25 d'os des importations. Alors que, bah, la conséquence de l'autre côté, c'est que sur les exportations, là vraiment, les chiffres sont très fortement en baisse, pour la France. Et sachant qu'on exportait, bah, vers, notamment les œufs coquilles, on exporte, généralement vers ces pays, frontaliers, donc Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Et donc là, on voit que, bah, il y a une très, très forte, baisse entre ce qui s'était produit en 2021 et ce qui s'est produit sur le premier semestre, 2022. Voilà sur celui-ci. Donc là, si on regarde, là, on regardait au niveau France, si on regarde maintenant au niveau, Union européenne, qu'est-ce qui se passe au niveau, Union européenne? Bon, alors déjà, il y a les échanges, on en a parlé tout à l'heure, avec le Royaume-Uni, puisque en fait, ça reste un partenaire commercial extrêmement important, même s'il n'est plus dans l'Union européenne. Et donc, pour le Royaume-Uni, bah, ça reste le premier pays, on va dire, avec lequel il y a des échanges qui se font. Donc quand on voit sur les exportations comme sur les importations, ça reste un acteur, majeur dans les 2 sens, hein, sur le Royaume-Uni. Après, il y a d'autres pays comme le Japon, comme la Suisse, qu'on retrouve à des proportions un petit peu moindres. Et au total, les exportations d'œufs et de vos produits de l'Union européenne là, c'est 2021 par rapport à 2020, hein, on n'est pas par rapport au graphe précédent, on était sur le premier semestre 2022. Là, les chiffres, ils sont bien à l'échelle 2021-2020, on est à plus 10%, et sur les importations d'œufs, on est à moins 34%. Donc là, il y a vraiment des acteurs différents de ce qu'on peut retrouver pour la France sur la partie Union européenne. Si on regarde la cotation TNO qui exprime sur les œufs tout venant l'évolution des prix, sur la TNO calibrée, donc sur les œufs coquilles à gauche et sur la TNO industrie, donc plutôt pour les ovoproduits à droite. Sur 100 œufs, on est à 13,10 là sur les derniers chiffres qui sont présentés sur le graphe. Donc c'est quand même une hausse de 71% par rapport aux années précédentes. Et on voit bien de toute façon la courbe noire qui se détache clairement des courbes des années précédentes. Donc 13,10 € pour 100 œufs. Et sur la TNO industrie, on a un peu une courbe un peu, on va dire, parallèle à ce qui se produit pour la TNO coquille, avec du 1,72. Donc là, on est en euros par kilo, hein, sur les ovoproduits. Et donc, c'est du plus 108% par rapport aux années précédentes. Donc là, on a vraiment on le voit tout de suite que sur ce manque de disponibilité impacte fortement les prix coquilles comme ovoproduits. Si on regarde maintenant sur la partie consommation, donc il y a eu, donc là vous avez à gauche sur la courbe orange clair les achats des ménages.
et en rouge ou orange foncé, consommation totale, œufs et ovoproduits. Donc ce qui est important de noter quand même, c'est que l'œuf est quand même toujours aussi sur une tendance, haussière. Alors il peut y avoir des petites fluctuations, mais globalement, si vous faites une projection de cette droite, vous voyez que c'est une consommation qui est haussière en œufs, et donc ça, c'est plutôt très favorable pour la filière. Après, il y a eu vraiment un pic là en 2020 expliqué par le Covid. Donc, vous vous souvenez qu'il y a eu une explosion de la consommation de coquilles, enfin pour faire des gâteaux, tout le monde se mettait à cuisiner, etc. Donc là, il y a eu vraiment une explosion très brutale de la consommation. Et puis finalement, on est revenu à quelque chose dans le temps de plus structurel. Et donc, si on regarde à droite maintenant sur une moyenne annualisée de la consommation d'œufs par habitant. Donc c'est la somme, hein, donc les œufs coquilles en orange et en gris, les ovoproduits. Et donc au total, vous avez la somme des œufs consommés par an par habitant en France. On est à 218 œufs par an par habitant en France. Et on est plutôt, si on regarde sur les 10 dernières années, on est plutôt sur une croissance chaque année de quelques points supplémentaires. Et on retrouve des niveaux qu'on avait plus dans le passé à plus longue échéance. Donc la consommation est plutôt très favorable pour le marché de l'œuf. Voilà. Et là, si on regarde maintenant segment par segment, donc là, si on regarde sur les 8 premières périodes, si on divise l'année en 13 périodes, hein, sur les 8 premières périodes de l'année, ce qui se passe en évolution des ventes d'œufs par mode d'élevage, on voit qu'au total, donc en volume, on a perdu 6,3% de ventes. Il y a vraiment un problème de disponibilité, ce qui se retrouve impacté, n'ayant plus d'offres à donner, donc les prix s'en retrouvent impactés. Et puis là, ce qu'on voit, ce qui est vraiment très, très éclairant sur le graphe, là, c'est que autant sur toute la période des 8 premiers mois, j'allais dire, les 8 premiers mois de l'année, on a moins 12,12% sur la cage. Donc c'est vraiment la cage sur le code 3, on a vraiment un problème de disponibilité. Il y en avait aussi, alors c'est pas dans les mêmes proportions, mais sur la Belle Rouge et Bio, plutôt à court terme. Mais sur la période 8, ce qu'on retrouve, c'est que tout est exacerbé. C'est-à-dire que là, en ce moment, c'est plutôt exacerbé ce qui est en train de se produire. Donc sur la cage, donc on a toujours un problème de disponibilité, mais là, les prix, vous voyez, plus 17,9% sur la période 8 2022 par rapport à 2021. Donc on est vraiment sur une explosion du prix en code 3. Et puis pour le reste, on va dire, alors c'est un montant encore très important, mais on va dire qui est plus proche les uns des autres et qui suit un peu, en fait, tout simplement le montant un peu inflationniste du moment, quoi. Voilà sur ça. Et si on regarde du coup les évolutions mensuelles des ventes d'œufs, là on retrouve, donc vous avez en orange sur la courbe de gauche, le pic de 2020 un peu extraordinaire là, lié au confinement. Donc là on le retrouve bien sur cette courbe-là. Mais sur 2022, on est plutôt sur... Enfin, on retrouve des niveaux d'avant Covid. Et là, sur le graphe de droite, ce qui est intéressant, c'est de regarder. Donc tout à l'heure, c'était sur la production, hein, on voyait les systèmes alternatifs versus cage. Et là, c'est bien sur la répartition des volumes vendus dans les GMS par les différents modes d'élevage. Donc vous avez la cage en bleu foncé. Donc vraiment, on est passé de presque 60% en 2014 à moins d'un quart là, à l'heure actuelle en 2022. Mais on a quand même un certain tassement. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on regarde par exemple, déjà sur la bio, hein, qui était en croissance très importante, en passant de 11% jusqu'à 22%, donc il avait doublé de 2014 en 2021 sa production, et là en fait ça a tendance à se rétracter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Sur le label rouge, ça s'est aussi légèrement rétracté, et là ça se stabilise, mais on n'est plus en croissance. Sur le reste du plein air, ça se stabilise aussi, on n'est plus dans les mêmes volumes de croissance que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc on a quand même une certaine, ce que je disais tout à l'heure, une espèce de coup d'arrêt quand même de cette transformation des systèmes cage vers l'alternatif. On a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à cette conversion qui était extrêmement rapide fait par la filière.
Et là, si on fait un focus, sur la bio, bah, là, donc vous avez les 2 indices, l'indice de la production bio, en orange clair et l'indice des achats bio en orange foncé. Et donc si on avait quelque chose de très, corrélé, sur, jusque mai, juin, juillet 2020, on voit que depuis, il y a un décrochage qui se fait et qui s'accentue là très clairement, sur ces derniers mois. Alors qu'il va sûrement après se rééquilibrer, bien sûr l'offre va se réadapter par rapport, aux demandes du marché. Mais donc, là on a vraiment, je trouve de façon illustrée très intéressante ce graphe, de voir à un moment le décrochage qui s'est produit et donc du coup un rééquilibrage qui doit se faire pour que l'écart entre offre et demande se résorbe et se rapproche des besoins, sur ce segment de consommation. Donc là, en fait, ce qu'on vous propose maintenant, c'est deux sujets un peu de focus sur deux pays importants, au niveau de la production, d'œufs et de nouveaux produits. Heu, le premier, donc, c'est l'Ukraine, qui était déjà un acteur, très important, avant la guerre, hein, mais donc là, on va voir d'où ils partaient avant-guerre et ce qui s'était passé chez eux avant-guerre et ce qui s'est produit depuis, et notamment les liens avec l'Union européenne. Et puis les États-Unis qui sont un acteur aussi majeur et un consommateur majeur d'œufs. Donc en Ukraine, les impacts de la guerre, un petit rappel quand même de ce qui se passe sur le territoire. Donc les régions les plus touchées par la guerre, hein, on le voit très régulièrement, mais c'est plutôt donc l'est du pays et puis quand même autour de la région de Kiev qui a pu être touchée à certains moments du conflit. Et contrairement à ce qu'on voyait hier sur la volaille de chair, la production d'œufs est quand même notamment pas mal concentrée autour de Kiev. Et donc, il y a pu avoir des impacts beaucoup plus importants sur la filière œufs que ce qui s'est produit sur la filière volaille de chair, qui est vraiment très, très concentrée à l'ouest pour le coup. Donc, avec des effets sur les potentiels de production beaucoup plus importants que sur la volaille de chair. Donc, il y a deux groupes importants, on reverra juste après, Avant-Garde et Incuba, qui ont été le plus touchés, puisqu'ils sont dans les zones touchées par le conflit. Et donc, il y a quand même une perte du cheptel estimée de 20 à 30%, avec des noms mis en place ou de la destruction de bâtiments, hein, carrément. Même si les territoires libres et non touchés couvrent environ 85% des outils de production. Donc, il reste quand même une capacité à produire de l'œuf et à le transformer et à l'exporter, mais avec des conséquences quand même non nulles sur tout un maillon de la chaîne. Et donc, on estime que d'ici la fin de l'année, mais on verra sur les diapos suivantes, que l'Ukraine serait en capacité de retrouver son niveau de cheptel de production d'avant-guerre. Donc là, si on regarde les tendances 2021, donc tout ça, on est bien sûr avant-guerre, sur la colonne de gauche. On était quand même à moins 22% de production, moins 58% d'export. Donc en fait, la filière œuf était quand même en train de bien se réduire en Ukraine, et donc pas du tout pour des conséquences liées à la guerre, puisqu'elle n'avait pas encore lieu à ce moment-là, mais liées en fait à différentes choses. Donc des problèmes, on va dire, plus d'entreprise, notamment l'entreprise qui est citée là, Avant-Garde, qui a été très touchée par des problèmes fiscaux d'entreprise, etc. Donc là, il y avait déjà une baisse très importante de moins 23% de production en 2021 par rapport à 2020, la fermeture de 13 sites sur 27, donc c'était quand même une entreprise en grosse restructuration, alors qu'elle avait une capacité de 30 millions de places à la base. Et puis Ovostar, par contre, une entreprise avec des effets complètement différents, puisque là, elle était plutôt en croissance, avec 6,6 millions de places de poules pondeuses, 1,2 milliard de vendus, donc plutôt sur des chiffres plutôt favorables. Et l'impact guerre sur tout ça, en fait, ça a réduit, comme on l'a vu sur la diapo précédente, de 20 à 30% le cheptel industriel au mois de juin 2022. C'est à peu près sur ces chiffres-là qu'on était. Mais il y a une reprise des activités des principaux opérateurs, et il y a surtout des marchés, des débouchés qui ont complètement changé. Et ça, on le verra sur les flux sur la diapo suivante. Et puis donc certaines zones qui ont pu se retrouver surapprovisionnées et d'autres, à l'inverse, plutôt en déficit, et les exportations, mais ça je vais laisser sur la diapo suivante, vers l'Union européenne. Sur le groupe Avant-Garde, il y a des pertes potentielles de 3 millions de poules pondeuses et donc 50 millions de dollars de pertes liées à la guerre,
Donc là, on voit qu'il y a des conséquences importantes. Et puis Ovostar, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on le verra sur le chiffre sur la diapo suivante, mais on va voir qu'il y a beaucoup de flux vers la Lettonie, mais c'est aussi un pays dans lequel il y a des sites de production de ce même groupe, donc ce qui explique les échanges avec ce pays frontalier de l'Ukraine. Si on regarde sur l'évolution des exportations ukrainiennes, donc là, vous avez l'évolution entre 2013 et 2021, donc toujours là, on est avant-guerre. Donc l'œuf coquille en orange clair et l'ovoproduit en orange foncé. Et on voit bien qu'il y a eu une très forte phase de croissance des volumes produits, puis un gros décrochage entre 2020 et 2021 lié aux difficultés de l'entreprise avant-guerre qu'on citait précédemment. Et au niveau des débouchés, sur les exportations depuis l'Ukraine, donc c'était pas mal sur l'œuf coquille, les Émirats arabes unis, d'autres pays, la Lettonie dont je viens de parler. Et sur les ovoproduits, on retrouvait un peu d'autres acteurs en plus, comme l'Italie, la Pologne, etc. Et donc là, on était quand même en gros décrochage en termes de volume, avec du moins 50% sur 2020 par rapport à 2021 pardon, par rapport à 2020, en ovoproduits, mais dans des volumes moindres. Des fortes baisses en fait dans la production ukrainienne et dans le marché à l'export. Mais quand on regarde maintenant, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer sur les exportations ukrainiennes, sur les œufs et vos produits? Et bien en fait, sur la courbe de gauche, on voit que les exportations, donc en 2020 en orange clair, 2021 en orange foncé et en gris foncé 2022, on voit bien qu'il y a un énorme décrochage des exportations des œufs et ovoproduits depuis l'Ukraine dans le monde. Mais là, si on regarde le pendant sur le graphe de droite, où là on se focalise sur l'Union européenne, mais en fait, c'est vraiment le marché de l'export ukrainien est en train de se focaliser presque exclusivement sur, enfin, plus de 70% sur l'Union européenne, alors qu'il n'était qu'à 27% vers l'Union européenne en 2021. Donc c'est vraiment l'Union européenne qui est en train d'absorber la production, d'importer les productions ukrainiennes. Et donc on le voit sur le gris foncé, là, sur le graphe de droite, où on retrouve des niveaux supérieurs à 2021, voire même 2020. Alors, il y a bien sûr eu un coup d'arrêt, là, on voit sur le 3e mois, qui était le mois de mars, le mois de démarrage de la guerre. Donc là, il y a eu un arrêt complet. Mais depuis, on a retrouvé des niveaux d'exportation importants vers l'Union européenne, et voire qui sont plutôt en train de dépasser ce qu'on connaissait par le passé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va impacter le marché européen, forcément. Et puis, vous avez aussi entendu hein, qu'il y a des conditions d'accès au marché européen pour les Ukrainiens qui sont favorisées, puisque en termes d'efforts de guerre, je ne sais pas si c'est le terme à utiliser, il y a eu les taxes qui ont été annulées sur les produits en provenance d'Ukraine là, pour 1 an pour l'instant, depuis le mois de mars. Donc forcément, ça facilite les échanges avec l'Ukraine. Et donc, on a une reprise aussi des exportations vers Singapour et le Moyen-Orient, qui étaient des marchés historiques de l'Ukraine, mais on reste sur des petits volumes par rapport à ce qu'il y avait pu y avoir par le passé. Et puis, donc, l'importance quand même aussi de dire l'Union européenne, en fait, il y a quand même la Lettonie qui absorbe 81% des échanges. Alors, c'est pas que pour son marché interne letton, ça peut être aussi pour des produits, des ovoproduits qui sont transformés sur le pays et réexportés dans d'autres pays de l'Union européenne ou ailleurs dans le monde. Alors là, on va deuxième petit point de focus donc sur l'impact, sur ce qui se passe aux États-Unis, et notamment l'impact de la grippe aviaire aux États-Unis. Donc, comme vous le savez sûrement, les États-Unis ont été également touchés par la grippe aviaire en 2022, et donc ils ont perdu 31 millions de poules pondeuses. Donc, à relativiser, on va dire des fois avec les chiffres qu'on a donnés là sur l'Europe et sur la France, hein, c'est pas du tout les mêmes volumes de production. Déjà parce que bon, c'est un pays qui est un acteur majeur aussi sur le marché des exportations, mais il a aussi un marché intérieur très important, avec une demande sur son marché intérieur très important. Le nombre de pondeuses abattues en USA en 2022, donc là vous avez le graphe de nombre abattus par mois, donc c'est vraiment les mois de mars-avril qui ont été les plus douloureux pour les Américains. Et donc on est passé de 325 millions à 299 millions en 1 an, là, donc moins 8%. Du cheptel de pondeuses qui a disparu aux États-Unis suite aux abattages liés à la grippe aviaire. Donc, quand on regarde à droite, vous avez l'évolution mensuelle du cheptel moyen de production aux États-Unis.
Donc en 2015, il y avait effectivement déjà un décrochage qui était lié aussi à un épisode de grippe aviaire. Sur les autres années, on était sur quelque chose d'assez similaire, et on voit bien sur la courbe rouge de 2022, là, sur le premier semestre 2022, le gros décrochage lié à cette perte de capacité de production liée aux abattages pour grippe aviaire. Et pour vous donner un ordre de grandeur aussi, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, là, il peut y avoir dans 2 élevages 10 millions de poules pondeuses qui ont été abattues. Donc tout de suite, il suffit qu'il y ait quelques élevages qui soient touchés pour que les volumes soient énormes vu la dimension des exploitations avicoles américaines. Et une source qui n'a pas été revérifiée par ailleurs, mais on en discutait hier à l'Italie. Apparemment, il y aurait un nouveau cas là, de grippe aviaire qui a été constaté là aux États-Unis. Et donc, c'est un élevage de 20 millions de poules pondeuses. Je ne sais pas si d'autres ont des informations, peuvent le mettre dans le chat, mais apparemment, voilà. Donc, dès qu'il y a un élevage qui est touché, tout de suite, on arrive sur des chiffres énormes, tellement les dimensions des exploitations sont incomparables avec ce qu'on a en France et même en Europe. Après, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils utilisent, dans les chiffres, donc là, pour le coup, les États-Unis, c'est un pays où il y a beaucoup de sources disponibles de données, avec l'USDA qui a pas mal de statistiques, et ils ont le suivi notamment des MU, qui se fait mois par mois, donc ils savent exactement le nombre d'animaux qui sont en MU mois par mois, et c'est un curseur qu'ils utilisent beaucoup pour baisser ou augmenter la production. Et donc là, on voit effectivement que, par exemple, pendant le Covid, là, ils ont pu utiliser ce levier-là pour baisser la production à un moment donné. Donc, c'est un chiffre qui peut être assez intéressant à regarder. Et puis inversement, là, quand il y a un besoin de production parce qu'il y a eu trop de poules pondeuses abattues, et ils peuvent jouer sur ce curseur pour allonger les durées de ponte des animaux et augmenter du coup le taux de ponte des poules et leur durée en bâtiment. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est pareil, le problème de la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'à droite, vous avez la cotation des œufs coquilles en moyenne nationale, donc là, c'est en centimes, en cents de dollars par douzaine. Et donc, vous avez donc $1, en 2022, en début d'année, on était à $1,40 les 12 œufs, et donc on a atteint jusqu'au moment du plus fort du manque de disponibilité en œufs, du 300 cents, donc $3 les 12 œufs, donc ça fait du 25, enfin c'était de passer de 11 centimes d'euros, sachant qu'en plus en ce moment, $1 égale 1 euro, donc c'est facile à convertir. Donc on est passé de 11 centimes à 25 centimes. En quelques mois, en 3-4 mois. Donc on a vraiment, on parle d'évolution du prix en France, mais là on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement démentiels. Et donc là, même si ça s'est un petit peu retassé depuis, on reste quand même sur des montants, l'œuf américain a vraiment grimpé en flèche en termes de prix, même s'il partait d'un prix de départ assez bas. Du coup, clairement, sur le marché extérieur, sur le commerce extérieur des États-Unis, on a une forte baisse. Donc, ils exportent énormément vers le marché asiatique. 50% des exports vers le marché asiatique, c'est un tiers en 2022. Et sur les 4 premiers mois de 2022, on a une baisse du coup de 34% des exportations, 50% sur l'œuf coquille, et notamment avec les voisins mexicains, et moins 12% sur les ovoproduits, donc ils sont un peu moins touchés puisque c'est un petit peu plus facile de gérer les stocks, notamment sur le séché. Et en avril, la baisse s'accélère, donc là, ils ont vraiment, on le voit sur le graphe de droite, une grosse perte de leur capacité d'exportation par rapport aux années précédentes. Soit vis-à-vis de leurs voisins, on disait américains, comme le Mexique, ou soit l'autre gros marché sur l'Asie. Donc sur le bilan sur cette première partie pondeuse et ovoproduits, ce qu'il faut retenir en France, c'est que, on l'a peut-être pas rappelé d'ailleurs, mais la France reste quand même le premier pays producteur européen en œufs, même si talonné de près par d'autres. Donc la France a été très touchée par la grippe aviaire, par l'influenza. Et même s'il y a eu un énorme décrochage et que les mises en place ont repris, il y a quand même une baisse de production qui est estimée pour l'année 2022 à environ 7%, ce qui est quand même loin d'être neutre. Côté consommation, c'est plutôt favorable dans le sens où, après un épisode un peu exceptionnel où effectivement il y a une consommation encore plus forte d'œufs pendant les confinements,
Là, on retrouve un niveau d'avant-crise et plutôt sur une tendance quand même haussière, mais plus limitée. Donc, c'est plutôt très favorable sur le volet consommation. Les systèmes de production, on a vu qu'il y avait vraiment le passage à l'alternative qui avait été très très rapide. Ça continue leur croissance, mais on a dit il y a peut-être quand même un effet un peu stop là tout de suite qu'il va falloir suivre de près dans les mois qui viennent. Et puis en 2023, on l'a évoqué à plusieurs moments, mais il va quand même avoir l'impact de l'ovosexage. Et donc, le surcoût de l'ovosexage, comment c'est remis dans la chaîne de valeur jusqu'à la fin, jusqu'au consommateur. Enfin, donc ça va peut-être aussi un peu bousculer les choses. En Europe, donc l'Allemagne, on l'a vu, du fait aussi de l'ovosexage, a été très concernée par la baisse de production avec beaucoup moins de poulettes disponibles. La Pologne, qui est un nouvel acteur entrant, on va dire, sur le marché de l'œuf, un acteur de plus en plus présent sur le marché, va peut-être partiellement compenser les baisses de production de ces pays voisins européens. Et sur la guerre en Ukraine, au-delà du pays d'Ukraine lui-même, on a vu qu'il a été touché, mais qui avait déjà été quand même un peu mis à mal déjà les années précédant la guerre, sur les groupes d'ovoproduits et d'œufs. Là, il y a quand même lié à la guerre en Ukraine, toute la flambée des cours des matières premières qui s'installe dans le paysage. Donc, même si on espère quelques détentes sur certains prix avec les ports ukrainiens qui peuvent de nouveau réexporter, etc., il va quand même y avoir des prix hauts encore pour des mois, voire des années. Nécessité de revaloriser les produits par rapport à l'arbitrage du consommateur. Donc, tout ce qu'on disait par rapport au code 3, c'est-à-dire qu'on était plutôt en train d'en sortir, mais finalement, on se rend compte que c'est là, sur ce segment-là qu'il y a le plus de demandes. Donc, comment ça va se jouer par rapport à ça. Et puis, l'effet aussi inflation, c'est-à-dire si les prix des produits augmentent trop fortement, en plus des coûts de production, si en plus l'impact de l'ovosexage, etc., le produit final, à combien il sera, et du coup, est-ce que les acheteurs continueront d'en acheter autant, sachant que l'œuf a quand même aussi une carte à jouer du fait que, comme le CNPO le disait, c'est le produit un peu anti-crise, c'est-à-dire que c'est la protéine animale la moins chère, la plus facile à accommoder, etc. Donc elle a quand même une place privilégiée dans un panier, on va dire, de produits de première commodité, quoi. Merci à vous d'avoir posé les questions sur le chat et qui a permis de le rendre actif. Et donc, merci à Mohamed d'avoir apporté toutes ces précisions. Merci également aux sponsors, donc Tekna, Biochem, CCPA et Ubar. Et donc, je vais te rendre la parole, Simon, parce que je pense que Oui, tu as quelques merci, petites informations Maëva. complémentaires. Juste une petite précision, c'est que l'Itavi vient de lancer sa newsletter, donc la première édition est partie hier. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'Itavi, vous voyez sur l'écran de droite qui est représenté là, pour s'inscrire et puis à transmettre à ceux qui pourraient être intéressés. Et l'idée, c'est d'avoir un rythme mensuel de newsletter. Donc, voilà.